votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Eric Sékou Chel n'est plus l'entraîneur des Aigles seniors du Mali. La Fédération malienne de football vient d'annoncer la nouvelle du limogeage d'Eric Sékou Chel, sujet qui va essentiellement occuper nos regards autour de ces plateaux ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, M. Cheikhoumar Soumano, il est coordinateur du baromètre du Mali. Il est fou du foot également, Soumano. Merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir nos téléspectateurs, bonsoir à mes co-débatteurs. Je suis fan du foot. Ouais. Je suis également dans la commission sponsoring de la fédération. Mais aujourd'hui, on est jour béni de Arafat. Je souhaite une bonne journée de Arafat à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Et surtout, leur souhaite également une bonne fête de Tabaski par anticipation. D'accord. Merci de l'invitation. Deuxième invité, docteur Amadou Touré, chercheur en sciences politiques qui est certainement dans l'ambiance de la fête de Tabaski déjà. Touré, merci d'être là. Merci Borou, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices du Mali et d'ailleurs. Bonne fête de Arafat. Comme mon co-débatteur l'a anticipé, bonne fête de Tabaski. Troisième invité, M. Bassaro Aïdara, il est syndicaliste et il a la charge de la communication de l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM. M. Aïdara, merci d'être là. Merci Barou pour l'invitation. Une première sur cette effectivement. Et je te remercie et je remercie et je salue mes co-débatteurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent maintenant. Je m'envoie à ceux de mes prédécesseurs pour souhaiter une bonne fête de Tabaski par anticipation et que Dieu accepte nos vœux pour la journée d'Arafat qui est aujourd'hui. Merci. Et quatrième invité, M. Bagui Diarra, il est analyste politique dans un temps relativement récent aussi. Bagui Diarra, merci d'être là. Ok, merci M. Sidivé, merci aussi de l'invitation. Et bonsoir aussi aux fidèles de Renouveau d'ici et d'ailleurs. Je vais aussi rester aligné à mes co-débatteurs ici présents pour souhaiter donc à la communauté malienne bonne fête au pluriel en fait. Et donc merci encore une fois de l'invitation. En tout cas, nous disons bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Je l'annonçais tout à l'heure, Eric Sékou Chel n'est plus l'entraîneur des Aigles seniors du Mali. Ainsi en a décidé la Fédération malienne de football. La décision a été rendue publique ce jeudi et depuis, on assiste à une pluie de réactions sur les réseaux sociaux. Déjà, M. Soumano, vous qui êtes membre de la commission sponsoring de la Fédération malienne du football, réaction déjà, est-ce que déjà on pouvait s'attendre à une telle décision? C'est quand même tombé comme un coup près pour beaucoup d'observateurs. Oui, merci Barou. Déjà, je me permets de féliciter le coach Eric Sékou Chel pour les résultats qu'il a engagés. Vous savez, la vie est ainsi faite. Quand les employeurs estiment que les espoirs fondés en quelqu'un ne sont pas comblés, évidemment, on assiste souvent à cela. Mais ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste une décision stratégique, je peux dire. Si on essaie de voir ce qui s'est passé, vous savez, depuis la CAN en Côte d'Ivoire, le match contre le Mali, déjà, c'était déjà très compliqué parce que difficilement, à 5 minutes d'une victoire historique pour pouvoir vaincre les Indiens, nous avons perdu ce match-là. Et cela, c'était quoi? Parce qu'il y a eu des changements qui n'ont pas porté fruit. Au Mali, on a fait un sursis. Déjà, les autorités, la fédération et le ministère des Sports ont reconduit leur confiance à l'entraîneur. Déjà, je salue cette grandeur de la part de ces hommes qui étaient là-bas, ça pouvait être déjà un motif pour eux de rompre le contrat, mais ils ont fait confiance justement à Eric. Et donc, il y a eu 2 matchs. Et il y a eu le match du Ghana qu'on a perdu à domicile, qui a encore rappelé les mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire, dans les mêmes conditions.
Donc, sauf qu'avant, on avait gagné contre le Nigeria et la Mauritanie. Oui, mais faites attention parce qu'on a gagné contre 4 Nigérias. Un Nigeria où il n'y avait pas Osimhen, un Nigeria où il n'y avait pas le meilleur défenseur. Il faut faire attention, les âges ne sont pas pareils. Il y a un problème aujourd'hui dans l'équipe. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'entraîneur ou c'est au niveau des joueurs. Moi, je m'interroge, c'est le mental fort. Parce que vous savez, rarement je me rappelle un grand match que le Mali a remporté face à une grande nation. Prenons seulement la Tunisie. Depuis notre qualification ratée pour la CAN, la Coupe du Monde, c'est la Tunisie qui nous a éliminés, chez nous déjà, qui nous a battus. Ça, c'était pas c'est Sékou-Chel. On a rencontré la même Tunisie, deuxième match, quand on fait un match nul, on marque un but, on égalise. On prend le cas du Ghana. Ghana, c'est une grande nation de football. Ghana nous bat chez nous. La Côte d'Ivoire nous bat sur son terrain. Avant ça, on avait tenté de faire un match nul où tout le monde pensait que le Mali allait gagner. Malheureusement, il y a eu l'orage qui a écouté le match, qui a fait que l'on n'a pas vu. Donc, qui a fait avorter le match, je veux dire. Donc, moi, de mon point de vue, je me dis, si on essaie de voir, c'est vrai que nous, au niveau de la fédération, les gens ont essayé d'aligner un certain nombre de statistiques. Mais la question qu'on va se poser, c'est-à-dire, moi, je prends la question dans l'autre sens, mais pourquoi n'avoir pas aussi pu engager une victoire historique sur la Côte d'Ivoire? D'accord. On va répondre à la question ensemble. Déjà, Touré, réaction à cette décision de la FEMAFOOT qui décide de se séparer d'Éric Sékou-Chel. Une décision que vous comprenez? Bon, la décision, quand même, c'est à mon niveau incompréhensible parce que Sékou-Chel a été le bouc émissaire. Parce que, vu la gravité et la déception des Maliens, la seule décision de Sékou-Chel ne suffit pas. Parce que les responsabilités seraient partagées à mon niveau. Il y a le ministère de tutelle, la fédération et les joueurs. Et le ministère et la fédération pour ne pas faire des recommandations et des mesures correctives après les 5 mois de la déception en Côte d'Ivoire. Et compte tenu de ce qui s'est passé au niveau des joueurs, parce qu'il y a une différence de prestation et d'engagement des joueurs sur le terrain. Donc, ce limogeage de Sékou-Chel est insuffisant compte tenu de la gravité et des difficultés. Donc, parlant de ce point de vue, dans le débat, c'est qu'il est important de retenir qu'il est urgent à ce moment qu'on fasse la classification des difficultés. Et moi, à mon niveau, la première difficulté aux yeux des Maliens aujourd'hui, c'est le foot après l'EDN. Donc, la seule décision qu'on limoge Sékou-Chel ne suffit pas. Il faudrait revoir au niveau du ministère, au niveau de la fédération, parce que les difficultés et les responsabilités seraient partagées. Il faut tout renverser. Bon, en réalité, il est vraiment urgent et il n'est pas opportun seulement de prendre Sékou-Chel comme le bouc émissaire. Non seulement les joueurs ont fauté, parce que quand tu vois la prestation et le niveau d'engagement n'est pas les mêmes niveaux sur les clubs au niveau des terrains. Et des joueurs qui ne jouent même pas au niveau de club qu'on les amène comme titulaires. Donc vraiment, il y a... la faute, c'est l'entraîneur qui sélectionne. Bon, est-ce que l'entraîneur a les mêmes livres? Est-ce que la sélection se fasse? Nous ne sommes pas dans les secrets des en réalité, les difficultés seront partagées. Parce qu'on a vu, on change d'entraîneur, les problèmes sont toujours là. Est-ce que c'est le seul sélectionneur que la fédération a renvoyé? Et quand on prend la fédération même, il y a un problème de coaching, un problème de management. Est-ce que les orientations sont suivies? Est-ce que le gouvernement a pris même des mesures par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je dirais non. Donc vraiment, limoger Sékou-Chel comme c'est un innocent, on peut le limoger. Mais les difficultés resteront toujours. Changer de sélection n'est pas la solution à ce problème. Éric n'était pas forcément le problème, comme laisse entendre Touré. D'abord, j'ai été surpris par le timing, parce qu'on se rappelle que le limogeage est survenu seulement 48 heures après notre dernière rencontre contre Madagascar en Afrique du Sud. Je me disais peut-être que la fédération allait se donner le temps d'écouter le sélectionneur pour un peu échanger avec lui, pour voir dans quel contour le partenariat pouvait continuer. Mais sans cela, parce que selon les infos, c'est de l'Afrique du Sud que Eric a pris son billet direct pour rentrer à Paris. Donc il a été limogé pratiquement sans pour autant être entendu. Moi, je m'étais dit qu'il fallait peut-être donner le temps de l'écouter. C'est vrai que le temps aujourd'hui fait défaut, mais qu'il fallait donner le temps parce que nos prochaines rencontres, c'est jusqu'au mois de septembre pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc je me disais que cela devrait arriver. Maintenant, quand on regarde les 3 entités, comme ça a été dit, vous savez, en matière de foot, généralement, quand ça commence à ne pas marcher, c'est l'entraîneur qui est le premier à partir. Quand on regarde pratiquement ici, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel nous parlons, il n'a pas les 3 entités. L'un est là par décret,
qui est le ministre. Oui. L'autre est là par mandat, qui est la fédération, et un par un contrat. Donc, des trois, lequel est plus facile à injecter quand il y a un problème? Je crois celui qui est là par contrat. C'est tout à fait normal. Même le décret aussi. Hein? Oui, mais le décret, c'est un autre niveau de responsabilité parce qu'il y a des critères politiques. C'est le décret, ça se discute. Oui, il y a des trucs politiques, des enjeux politiques qui interviennent dans le jeu. Mais le plus facile à injecter en matière de foot quand ça ne va pas, et ça, sur tous les terrains, c'est pratiquement l'entraîneur. Et je me dis... Le maillon faible, le maillon faible, parce que c'est à lui que sur ses épaules, hein, que tombent pratiquement toutes les charges. Parce que quand il est recruté en lui donnant un cahier de charges en termes de résultats. Maintenant, je disais que son problème, c'est que ça n'a pas commencé ces 2 jours. Moi, j'ai vu depuis les phases éliminatoires, on va dire pas éliminatoires, mais les débuts des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Vous savez, cette année, les calendriers FIFA étaient tellement serrés que pour la compétition, pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique, il n'y avait pas de match amical prévu. Il n'y avait que des compétitions éliminatoires Coupe du Monde. Et nous avons vu que les 2 matchs qu'on a joués avant d'aller, ça commençait déjà à tantonner par les choix d'abord du coach, par un 11 titulaire qui n'était pas là. Les gens se posaient la question, finalement, on va à une compétition majeure qui est la CAN. L'entraîneur n'arrive pas à dégager un 11 type. Et c'est des nouveaux joueurs qui sont toujours testés. Et les résultats, on se rappelle, victoire contre le Tchad et un match nul contre Centrafrique, si ma mémoire est bonne. Donc les gens avaient commencé, après avoir encore mené au score, donc les gens avaient commencé à s'interroger par rapport à ce que la Côte d'Ivoire nous réservait. Et malheureusement, quand on regarde même le pré-match face, comme on appelle en CAN, face à l'Afrique du Sud, mais attends, c'est par miracle qu'on gagne. Il faut se dire les choses en face. C'était à 2-0 quand même. Non, mais par miracle. Les premiers mi-temps, si les Sud-Africains arrivaient à concrétiser toutes les occasions qu'ils avaient pu obtenir, ils rataient un penalty, je pense que le résultat serait tout autre. Ils ont dominé sur toute la première partie. Toute la première partie. Donc, par miracle, on est parvenu à renverser la chose. Mais les 2 autres rencontres en match de poule, c'est des matchs 1-1 face à la Tunisie et puis 0-0. Vous pensez, vous résumez que le jeu losange d'Éric Sékouchel n'était pas aussi approprié pour, en tout cas, nous donner la victoire qu'on espérait? C'est d'ailleurs là tout le problème. Parce qu'à chaque fois qu'on lui parle du système de jeu, c'est le seul système qui revenait. Or, un entraîneur doit pouvoir s'adapter souvent à son entraîneur, souvent avec les joueurs qu'on dispose pour pouvoir un peu varier son jeu. Mais malheureusement, avec lui, on ne l'a pas senti. On n'a pas senti cette possibilité de pouvoir changer le jeu. Et malheureusement, encore, les mêmes erreurs se répétaient. Quand on regarde face au Burkina Faso, rencontre face au Burkina, les mêmes erreurs qui ont conduit à la réduction du score, parce qu'on se rappelle que le Mali menait 2-0, il a procédé à des changements pour pouvoir un peu maintenir l'équipe. Mais les mêmes erreurs qui ont fait que le Burkina allait pouvoir revenir au score, c'est les mêmes erreurs de changement qu'il a fait face à la Côte d'Ivoire qui nous ont fait pratiquement perdre la rencontre. Donc je me disais que c'était prévisible, hein, mais bon, moi peut-être je me disais qu'il fallait le contraindre à venir à Bamako d'abord, et depuis la CAN, parce qu'on se rappelle qu'après la CAN... On va aussi quand même, pour te faire tourner la parole, hein, c'est la façon de... Oui, Monsieur Diarra, déjà, est-ce que cette décision était prévisible pour vous? Quelque part, je peux dire que je n'ai pas été suffisamment surpris, non pas par mon jugement, mon analyse de l'évolution de l'entraîneur avec son équipe, mais plutôt en fait de l'attitude quelque peu irrégulière en fait de nos autorités pour ce qui concerne le football. Je vais parler donc de la fédération et du ministère. J'ai comme l'impression que nous, on regarde les rendez-vous, on regarde les grandes équipes, et chaque fois que nous avons la possibilité de les rencontrer, nous voulons tout de suite arriver à un résultat sans que derrière il y ait un travail structuré le long du temps pour nous amener effectivement à ce résultat-là. Et dès que ce n'est pas le cas, en fait, l'angle de lecture, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et on estime qu'à partir de là, ce sont là les réactions donc, de la population. Oui. Et on essaie de prendre des décisions pour essayer simplement donc, de rester quelque peu aligné à ça. Mais lesquelles décisions, la plupart du temps, ne sont pas prises en bon ordre. Et pour être plus précis, après effectivement le limogeage d'Éric Sékouchel, et après, qu'est-ce qui est prévu? Pourquoi l'a-t-on fait? C'est pour aller chercher quoi? Je suis certain qu'un certain nombre de questions comme ça, vous allez les poser aujourd'hui à notre ami de la fédération et d'autres,
Et peut-être que... Je suis membre de la main, je l'ai juste dit au passage. Je comprends, mon cher. Mais en réalité, c'est vrai que nous en rigolons, mais c'est ça véritablement le fond de la chose. Il y a beaucoup plus de spontanéité et de populisme en fait dans la gestion d'une affaire aussi sérieuse comme le football. Ce que je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire dans quel compartiment en fait des matchs ou du football nous avons une équipe que nous avons su voir évoluer, mais vraiment même 3 ans ou 4 ans ou 5 ans avec des acquis que nous essayons effectivement de mettre en place. Mais ce n'est quasiment vraiment pas le cas. L'autre aspect, l'entraîneur, il est important dans un match de football, mais en fait, on parle d'abord d'équipe. Et quand on parle d'équipe, c'est fondamentalement les joueurs. Et quand on parle des joueurs, j'ai bien aimé le point que Soumano a dit, vraiment le moral. Et même quand on regarde contre la Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit et je ne cesserai pas de le dire, et à 5 minutes de la fin des matchs, vous avez deux avantages, un avantage au score et un avantage numérique parce que vous êtes l'autre là est réduit à 5 minutes, mais vous êtes là, vous êtes en train de regarder les tableaux et on va aller vous vraiment égaliser ça et on va aller encore vous battre et on nous dit l'entraîneur a fait un changement, l'entraîneur a fait 2 changements, il ne devait pas faire des changements. Quand on fait des changements, même le capitaine d'une équipe, en tout cas qui est véritablement en place, et en fait, cette personne-là est en mesure effectivement de rester même en permanence dans certaines situations. C'est des professionnels. Exactement, parce que ce sont des joueurs professionnels. Mais on ne peut pas dire un joueur qui rentre, qui ne sait même pas ou qui n'arrive même pas effectivement à être fort moralement, oui, à pouvoir effectivement donner le meilleur de lui-même face aux dangers, mais c'est extrêmement difficile. On va simplement dire ceci. Oui, les joueurs, il faut toujours les encourager parce que le football, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il est extrêmement important qu'on puisse effectivement chaque fois dire aux joueurs que la victoire, tout ce qu'on a en fait en matière d'acquis qu'on peut dire dans le football, ça ne peut jamais se faire si on n'a pas d'abord l'engagement régulier des joueurs sur le terrain. Après cet engagement individuel, la collectivité, l'acceptation même des joueurs, c'est-à-dire qu'en dehors du terrain et sur le terrain, c'est ce qui fait une équipe, cette collégialité. Et l'entraîneur vient en complément parce que lui, il a un regard extérieur, il vous voit et tout ça, il vous connaît ainsi de suite. Il vient là, son schéma peut être un atout. Mais dès qu'il vous sélectionne, je pense que c'est une opportunité pour vous. Vous regardez le drapeau, c'est pour cela, juste pour terminer, j'ai aimé quand j'ai vu un truc d'Etofis qui dit à ses joueurs, mais regardez, une fois que vous franchissez le seuil en fait de la sélection nationale, vous mouillez le maillot ou sinon vous êtes à côté. Mais c'est extrêmement clair. C'est-à-dire que je suis dans un championnat, je suis un joueur professionnel avec tous les enjeux, on a compris. Mais quand on vient dans une équipe nationale, le mérite est tellement important qu'en fait les ambitions et les enjeux doivent être au cœur effectivement de chaque acte, comportement sur le terrain, en dehors du terrain, en fait partout. Lorsqu'on prépare ces compétitions-là, on a envie de voir nos joueurs tomber avec armes à la main. La plupart du temps, on les voit tomber non pas avec armes à la main, et on va aussi le voir se plaindre par-ci par-là. On voit encore sur des réseaux sociaux où on s'en prend seulement à l'entraîneur. L'entraîneur, il a ses responsabilités dedans, mais le cœur en fait de l'échec de cette équipe malienne, c'est vraiment les joueurs et aussi les autorités, parce que ça se travaille en capitalisant et sur ses faiblesses et sur ses forces pour aller chercher des résultats. Soumano, il a bien fait de parler des joueurs. Lorsqu'on a annoncé cette nouvelle, on voit quand même que les joueurs quand même continuent à produire des messages de regret de voir Eric partir dans ces conditions. Déjà, on a l'impression que nous sommes dans 2 mondes différents. D'un côté, des supporters qui applaudissent le départ et de l'autre côté, des joueurs qui font bloc derrière Eric pour regretter la décision. Ok, merci bien. Déjà, avant de répondre à ça, je voudrais préciser que je suis en tant que coordinateur baromètre. Je suis membre de la commission sponsoring et je me dois quand même, je suis solidaire de la décision des autorités et de la fédération. Ça, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas fortement une décision des autorités, de la fédération. Non, de la fédération. Je suis solidaire de la décision de la fédération. Des autorités aussi. Des autorités. Parce que ça a été en concertation avec je salue la sagesse de monsieur le ministre des Sports, monsieur Famba. En quoi il a été sage? Non, il a soutenu la décision, la proposition qui a été faite. Donc je pourrais ne pas être d'accord, mais il a quand même il a suivi la proposition qui a été faite par la fédération. Donc je suis solidaire de la fédération dans laquelle je suis dans la commission sponsoring. Maintenant, ceci dit, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
4-0, l'entraîneur est limogé et cette même équipe prend la coupe avec l'entraîneur adjoint. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le timing du limogeage est problématique pour le Mali. Ça, je ne suis pas d'accord. Et surtout que c'est le même scénario en Côte d'Ivoire, c'est l'adjoint à qui on a confié l'équipe. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a des arrière-pensées comme si c'est aujourd'hui la fédération qui en voulait à donner. Le problème qui est clair, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y a un clan qui soutient. Pas un clan, hein, je dis des joueurs. Un joueur. Oui. Bon, enfin, une partie des on joueurs. parle quand même de clan. Hein, oui, pas... d'accord. Il y a certains qui soutiennent Eric, d'autres aussi qui n'ont pas fait de déclaration. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on voit ceux qui font leurs déclarations, c'est normal. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours des affinités. On peut être proche de quelqu'un, pour son départ, ça peut faire mal, on est obligé de le soutenir. Mais il faut aussi rappeler que la fédération a rappelé, a condamné des sorties, parce qu'il y a eu certaines sorties tendancieuses. Et ça ne fait pas, ça ne sied pas avec l'esprit collectif. Aujourd'hui, quand une fédération, comme on a dit, en tous les cas, le football est géré par la Fédération malienne de football, la Fédération malienne de football a des règles de conduite qui s'imposent à toute personne qui veut venir jouer le Mali. Donc, si on estime que se séparer de l'entraîneur peut permettre d'avancer, pour moi, il faut être sage de rester dans le silence, même si on n'est pas d'accord. Mais si on fait des communiqués tendancieux, ça peut créer d'autres problèmes qu'on ne veut pas. Donc c'est pour cela que je salue aussi là la lettre d'avertissement et de mise en garde signée par le Premier ministre qui a pris ses responsabilités. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, aujourd'hui, rien n'est perdu. On a 4 points, on peut toujours se qualifier pour la Côte. Et c'est là aujourd'hui tous les Maliens se réfèrent. Parce que si vous voyez, il a dit, hein, ce qui est le véritable vecteur de communion, de rassemblement de tous les Maliens, ça c'est le football. Aujourd'hui, ça permet, on ne gagne rien dedans, en fait, c'est pas lorsque le Mali gagne qu'on gagne de l'argent, mais on est content de cette satisfaction morale, tout le monde en liesse populaire. Et d'ailleurs, souvent, moi j'ai dit que le ministre des Sports, souvent, je ne sais pas comment il fait, avec toute cette discipline, le football qui est le sport roi, est-ce que finalement, et tous les regards ne sont pas croisés sur le football, parce que quand il y a d'autres compétitions, on ne sait même pas que le Mali joue à l'extérieur. Donc c'est là où c'est extrêmement important. Oui. Donc moi, ce que je voudrais quand même dire, que les uns et les autres sachent et les ont gardés. Eric est venu trouver que d'autres ont été limogés. Il y a eu, par exemple, le cas d'Alain Giresse, qui avait pourtant été 3e, mais cela n'a pas empêché, quand il y a eu des résultats on était en manque de résultats, on s'est carrément séparé comment on appelle, d'Alain Giresse. J'ai cité le cas également de Magasuba, qui aujourd'hui également, quand il a raté le coach de se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que tout simplement il aurait été battu au Mali par la Tunisie, où il s'était à sa portée, il en a fait les frais, il est parti, mais en ce jour, Eric est venu, Eric a fait ce qu'il a pu faire, c'est peut-être ce qu'il était destiné à faire pour le Mali. On lui souhaite plein succès. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Je l'ai rencontré une fois, on a échangé, et j'étais même étonné. Je lui ai posé la question en disant, mais comment il parvenait à l'époque de pouvoir agréger tout ça? Il m'a dit, tu sais, je suis cette équipe depuis fort longtemps. Donc, pour moi, ce n'est pas une équipe que je découvre maintenant. Je sais à peu près ce qu'il fallait faire pour la faire avancer. Donc, on lui souhaite vraiment plein succès, et aussi demander aux joueurs de savoir les ont gardés et de s'unir derrière maintenant leur nouveau coach qui a en charge maintenant la conduite. Docteur Touré, on assiste quand même à un élan de soutien de la part des joueurs à l'égard d'Eric Sekouchel déjà. Ces joueurs, tous ces joueurs qui regrettent déjà le départ d'Eric Sekouchel, est-ce que cela va encore faciliter la tâche à l'entraîneur par intérim, l'entraîneur entrant? Bon, par rapport à cet élan de solidarité, ce qu'on peut retenir, c'est tout à fait normal, parce que quelque part, les joueurs aussi se sentent un peu intéressés par le problème, parce qu'ils ont une partie de responsabilité dedans. Parce que si Sekouchel est parti, c'est grâce à eux, parce qu'ils n'ont pas joué sur le terrain. Parce qu'il faudrait qu'on ait le courage de parler sans la personne, mais la raison. Comme je l'ai dit, le football, aujourd'hui au Mali, il est opportun que les autorités de la transition fassent un état de lieu, même s'il faudrait faire une assise de refondation uniquement pour le foot, parce que la situation est vraiment grave.
Vous avez vu le stade rempli jusqu'à 50 000 supporters. Les supporters, moi je salue les résidents, ils ont pu contenir leur mécontentement, contrairement à l'Algérie. Et Cheikh Oussal est parti, mais le problème reste entier. Parce que le problème pour moi, ce n'est pas Cheikh Oussal. Le problème, c'est le ministère, c'est la fédération, c'est les joueurs. Parce que des joueurs qui n'ont pas d'entraînement, comme l'a souligné le collègue, ils ne se connaissent même pas. Des joueurs qui ne jouent même pas dans l'équipe nationale. Une fédération qui n'a pas pu apporter des mesures correctives depuis la fin de la CAN. Il y a eu 5 mois de cela. Comme vient nous dire qu'on limoge le respect. Et Sékou est parti, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Mais cet élan de solidarité, c'est tout à fait normal parce que quand les gens sont ensemble, il y a ce qu'on appelle les liens. Ce qu'on va faire après, on a désigné son adjoint comme entraîneur. Est-ce que l'adjoint aura la latitude? Bon, à ce moment, même si on désigne, est-ce que cette personne aura la latitude? Le problème, c'est dans la sélection. Le problème, c'est la fédération. Le problème, c'est le ministre. Parce qu'il n'y a jamais eu de mesures correctives. Parce qu'on parle aujourd'hui, demain après-demain, les Maliens oublient, le problème reste entier. Parce que combien d'entraîneurs ont été changés? Et la fédération est toujours là, le ministère est toujours là. Quand tu prends le ministère, il y a eu certains manquements dans le traitement des indemnités. Quand tu prends la fédération, combien de temps les gens ont passé au niveau de l'aéroport? Donc c'est-à-dire que les responsabilités sont vraiment partagées pour qu'on limoge seul ce coup seul. Maintenant, l'élan de solidarité, c'est tout à fait normal entre les humains. Mais moi, à mon niveau, cet élan, ce n'est pas un élan, c'est juste un jeu de Dieu. Ils sont responsables du départ de ce coup seul. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Et j'interpelle les autorités de l'attention qu'ils prennent aujourd'hui des mesures correctives contre ce problème. Soit quitte même à amener les investissements du foot à les orienter dans le basket. Parce que là, au moins, on gagne. On a les coupes. Mais quelle est la part du foot aujourd'hui? Uniquement de la déception. Et ça peut aujourd'hui dégénérer. Parce que 50 000 citoyens, imaginez si les citoyens manifestaient leur mécontentement. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. C'est vraiment, l'air est vraiment grave pour qu'on joue à l'apaisement, que l'autorité prenne les responsabilités, qu'on fasse le diagnostic. Où se situe le problème? Est-ce la sélection? Est-ce les joueurs? Est-ce la fédération? Est-ce le ministère? Que les responsabilités soient situées et que des mesures collectives soient apportées. Okay. Vous semblez dire que l'après Sékou Oussal n'est pas encore en train d'être géré. Hein? Non, oui, je le dis parce que quand on lit les deux communiqués qui sont sortis, comme on appelle avant-hier, le premier qui annonce le limogeage de Oussal, nulle part on a fait cas d'intérim dans ce communiqué. Le deuxième qui sort, c'est pour avertir les joueurs par rapport à leur sortie sur les réseaux sociaux, par rapport au, comme on appelle, à leur venue en Afrique du Sud. Donc nulle part on ne fait. C'est vrai que dans le commun du moton, on s'est dit que quand l'entraîneur principal part, c'est son adjoint qui assure l'intérim. Mais ça devrait être dit. Du moment où ce n'est pas encore dit, donc ça reste sous-entendu. Et actuellement, je me dis peut-être que la fédération est dans un jeu. Parce qu'on sait qu'actuellement, avec les Jeux Olympiques que Conti est en train de préparer, avec les jeunes de moins de 21 ans, on ne veut pas lui mettre une pression supplémentaire. Peut-être qu'en le désignant aujourd'hui comme entraîneur intérimaire, ça peut lui mettre une pression supplémentaire. Peut-être voir un peu le résultat qu'il va pouvoir réaliser à Paris et sur la base de cela avancer. Mais aujourd'hui, dans aucun communiqué de la fédération, sous réserve Soumano pourra me le confirmer, nulle part il n'est dit que l'entraîneur adjoint c'est là. Je sais qu'on sait que souvent quand on est dans de telles situations, les soutiens sont dans des jeux de pression sur les réseaux sociaux, en faisant ressortir le bilan de tel ou tel entraîneur, en voulant proposer tel ou tel choix pour la fédération. Mais aujourd'hui, je le dis encore, moi je l'ai vu nulle part et je le dis encore sous le contrôle de Soumano. Maintenant, ce qui avait été posé comme question par rapport au message de soutien, c'est tout à fait aussi normal. Comme je le dis, quand on est toujours dans le domaine du foot, on le voit ailleurs. Chaque fois qu'il y a un entraîneur limogé, on le sait, chaque entraîneur a peut-être ses joueurs de préférence. Mais cela ne remet pas en cause l'engagement des joueurs vis-à-vis de son club ou vis-à-vis de son pays. Sauf qu'on a vu la fédération les mettre en garde. Non, la mise en garde n'était pas par rapport à cela, c'était postérieur. Parce qu'il y a eu un message comme on appelle, du capitaine de l'équipe, Amari Traoré. Oui. Quand les joueurs sont arrivés en Afrique du Sud, nous savons tous dans quelles conditions. Donc, il a posté un message disant que c'est difficile de pouvoir produire des résultats dans de telles conditions. Et ce message a été partagé par Bilali, je pense bien, Bilal, qui a approuvé pratiquement ce message. Je crois que la sortie, comme on appelle le communiqué, c'était par rapport à ces sorties. Parce que ce communiqué est sorti simultanément par rapport au communiqué de limogeage du coach Eric Sékou. Donc ça n'avait rien à voir. Maintenant, les autres communiqués qui sont sortis après pour soutenir, bon, c'était un choix d'un joueur, d'un individu vis-à-vis de ses liens avec telle ou telle personne. Moi, je ne vois pas de mal à cela. Diarra, certains joueurs regrettent tout de même le départ de leur coach. Non, c'est vrai que ce sont des communiqués de la part de ces joueurs-là que je n'ai pas vus, mais lorsque ces communiqués-là ont lieu, et je me dis qu'il y a un message derrière, pour moi,
c'est déjà problématique. Ça voudrait dire la chose suivante. Si l'entraîneur qui a été mis en mission par la fédération et que la fédération juge que les résultats n'ont pas été atteints par rapport à son contrat et il reste, je pense que même s'il y a des affinités entre l'entraîneur et les joueurs, ces affinités-là ne doivent pas se réduire en communiquer de manière publique dans la foulée de la décision de l'autorité qu'est la fédération. Si cela se fait, à mon avis, je pense que ce n'est pas encore le rôle d'un joueur, à mon avis, en ce moment-là. C'est-à-dire que ça se fait entre vous. Sauf qu'un joueur peut avoir un ressentiment face à une action. Oui, mais lorsque l'action est publique et qu'il y a une décision qui est là, parce qu'en fait, tu portes un maillot aussi, il ne porte pas le maillot de l'équipe nationale, en fait, sa voix dans une telle situation n'aurait pas de telle portée. Et c'est tout cela qui appelle au sens de la responsabilité lorsqu'on est sous les drapeaux. Parce que ça compte en réalité. Ce que je veux dire là, si c'est 1, 2 ou 3 joueurs qui ont fait ça, et ça ne remet pas en cause la décision donc, de la Fédération malienne de football, mais pour moi c'est un problème disciplinaire et qui doit être effectivement corrigé. Ils peuvent le faire, mais à mon avis, ça ne se fait pas dans la foulée comme ça, sinon autrement, ça démontrerait effectivement qu'on se désolidarise quelque part de cette décision-là ou qu'on a d'autres arguments derrière. Mais pour aller plus loin, je pense que ça c'est vraiment des détails comme je pourrais les appeler, pour aller plus loin. Oui. Moi, j'ai un véritable problème, non pas d'abord avec l'entraîneur, mais avec la fédération et avec le ministère. Moi, je ne peux pas regarder mon pays, mais disons-nous carrément, depuis combien de temps? Disons depuis après Yaoundé 112, si on est vraiment juste, on va dire avec les Sédou Keita, on va peut-être dire avec eux, donc disons depuis 1994 aussi avec les Dougouti et tout ça, nous avons vu des joueurs qui sont engagés sur le terrain, des joueurs qui donnent le maximum de membres, des joueurs qui tombent devant leurs adversaires, mais le peuple malien est fier d'eux parce qu'on les voit sur le terrain, ils ont la rage de vaincre et ils démontrent qu'ils sont sous le drapeau. Mais malgré tout, on a vu que dans les comportements du football, notamment la défense, on peut dire qu'il y a des décennies où le Mali n'a vraiment pas de défense. Disons-nous clairement. C'est-à-dire quand on prend les deux flancs gauche, quand on prend même en fait l'axe central, quand on prend ça, nos 4 défenseurs, et même avoir un 6 ou un demi-6, c'est un milieu de terrain sur qui ça repose. On en a vu quelques rares qui sont venus et dès qu'ils partent, les gilets et autres là, dès qu'ils partent, on tombe encore dans des problèmes. Je suis simplement en train de dire, vous prenez ce comportement-là, vous partez devant les buts. Mais ça nous fait combien d'années? Combien d'années on peut dire on a un buteur quelque peu qui est permanent sur à peu près même une année ou deux saisons ou 3 saisons? Extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une coïncidence que certains joueurs se retrouvent à un moment donné ensemble, qui nous produisent quelques 1, 2, 3, 4 bons matchs, et puis maintenant c'est vrai, l'espoir naît, et puis on veut atteindre maintenant le sommet. Pour moi, ce travail en fait structuré le long du temps, à soigner dans ses comportements du match pour aller chercher résultat après résultat, est d'abord du ressort effectivement de la Fédération malienne de football et des départements successifs. Parce que c'est extrêmement important de rester dans ce schéma-là. Les entraîneurs, leurs contrats et tout ça là vont être scellés avec en fait une telle ambition, une telle vision, et les contenus, les détails appartiendront en fait aux réalités du moment. Et donc, je sais que quand on a ça, on offre un meilleur cadre pour nous d'avancer dans le football de manière à ce que nous partons chercher des résultats. Mais la spontanéité dans les résultats, chaque fois on est déçu, déception après déception. Mais c'est le cas. Les joueurs produisent des footballs. On a une équipe sur le terrain, on dit une équipe, mais en réalité, dans l'esprit et dans le développement du football, on sait qu'on peut avoir des joueurs talentueux, mais on n'a pas une équipe à proprement dit sur le terrain et on s'attend à des résultats. Donc il y a un travail à faire. Pour sortir de ce sujet. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est vraiment... Je voudrais s'attaquer à la fédération et au ministère des Sports par rapport aux résultats. Ça, de mon point de vue, c'est vraiment... je ne laisserai pas passer ça. Pourquoi? Vous savez... Même si vous ne la représentez pas. Hein? Oui, non, cette fois-ci, je me pose en défenseur. Okay, je me pose en défenseur parce que je ne peux pas être là, être membre de la commission sponsoring de la fédération et qu'on pense, on dise des choses à la fédération alors que les gens, peut-être, c'est une mauvaise information que vous avez. Imaginez aujourd'hui la CAN, prenez seulement la campagne de la CAN. Il y a eu des individus qui sont sortis, qui ont dit qu'ils sont en manque d'argent et qu'on les a foutus à la porte. Des supporters, non, hein? je dis, je ne veux pas, normalement, les gens vont se retrouver.
Mais quand la fédération a fait le point, tout le monde a vu que la fédération a fait sa part de jeu, a joué sa partition. Quand les supporters ont été bloqués au niveau de la frontière, le ministre s'est déplacé. Il a été négocié dur. On ne voulait pas que les supporters maliens aillent. Comme si les Ivoiriens savaient que le Mali allait rencontrer la Côte d'Ivoire. Mais on a réglé ça. Il n'y avait pas eu de prime de match en retard. Donc les gens s'attaquent à tort à la fédération et au ministère. Je vais vous prendre un exemple. Le Sénégal, 2002, a perdu au Mali en Coupe d'Afrique, finale Coupe d'Afrique. Les Sénégalais ont pensé que c'était histoire de fédération, machin. Mais c'est combien d'années après? C'est 19 ans plus tard que le Sénégal a remporté la Coupe. Donc, et pourtant, le travail qui a été mené en 2002, c'est ça qui a conduit en 2021. On était tous les deux au Sénégal. Et tu te rappelles, quand c'est arrivé, le Sénégal a perdu, on était là-bas, tu étais étudiant comme moi, mais c'était comme si c'était la mort. Mais 19 ans plus tard, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique. Le Mali a remporté la Coupe d'Afrique. Les gens l'oublient. Le stade malien a remporté la Coupe d'Afrique. Dans des conditions difficiles, c'était 2 € qu'il fallait remonter. Mais quand le stade a remporté la Coupe d'Afrique, mais qui a salué la fédération, qui a salué le ministre des Sports de l'époque? Pourtant, c'est leur effort, parce que ça avait une symbiose. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement de dire c'est la fédération, c'est la gestion du mental. Moi, c'est ce que j'ai posé. Les joueurs aujourd'hui, s'il y a premier responsable, pour moi, c'est les joueurs. Parce que la preuve, imaginez, vos autorités prennent une décision. Au lieu que vous soyez solidaires des autorités, au lieu de vous remettre en cause, vous êtes là à faire des messages tendancieux. Ça, ce n'est pas bien, c'est incorrect. Vous ne le verrez nulle part. Dans d'autres pays, ça se fait, on te sort carrément de l'encadrement. Parce qu'il faut que les gens se disent, certains pensent qu'ils sont intouchables. Personne n'est intouchable dans une équipe. Et une équipe, ce n'est pas fait qu'il n'y ait pas des meilleurs. Mais qui sont ces intouchables-là? Non, j'ai dit qu'il y a certains qui se croient intouchables. Lesquels, par exemple? On va parler franchement autour de ce plateau. Barou, je vais te dire une chose. Oui. Et le rôle de la fédération, pour finir, le rôle de la fédération, c'est de donner les moyens techniques et financiers à l'équipe pour qu'elle puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, la Fédération malienne de football a fait une prouesse. L'entraîneur est recruté par appel à candidature, comme les Maliens l'ont demandé à l'ODNI pour les autres postes. Donc, Cheikh Kouchel a été recruté par appel à candidature. Il y a eu beaucoup de gens il y a eu une commission qui a été mise en place. Il est venu, il avait commencé à faire des résultats. Mais quand les résultats ne sont pas là, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas seulement au Mali. J'ai cité le cas de la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de remporter la Coupe. Donc, quelque part, est-ce que c'est l'entraîneur adjoint à qui il faut le mérite? Est-ce que c'est à la fédération à qui il faut le mérite? Est-ce que c'est au ministre des Sports à qui il faut le mérite? Est-ce que c'était le président ivoirien à qui il le faut? Ou bien c'était aux joueurs qui a fait? Et donc, pour moi, je me dis, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le tout. Oui. Voilà. Allez-y, pour les 30 secondes, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Soumano, mais je comprends ses idées. Donc, pour revenir, comme je dis, l'air est vraiment grave, vu la difficulté et la déception de Malienne. La seule décision de limoger Cheikh Kouchel ne suffit pas. Cette décision ne suffit pas. Il faudrait des mesures. Il faudrait que les autorités aient le courage de poser le diagnostic du foot. Les responsabilités seraient partagées au niveau du ministère, de la fédération et des joueurs. Parce qu'on a vu 5 mois après la CAN, des mesures correctives n'ont pas été apportées. Il a fallu attendre la dernière défaite pour limoger l'entraîneur. Des joueurs qui ne jouent pas, qui est responsable de la sélection? Est-ce que c'est des joueurs qui sont vraiment engagés? Et on a dit même qu'il y a la différence de prestations et d'engagement des joueurs sur le terrain. Ils s'engagent plus dans leur club que sur le terrain malien, sur la couverture du maillot. Est-ce que Cheikh Kouchel avait les mains libres? Est-ce que la fédération ne s'y met pas? Mais au-delà de tout ça, il est urgent de poser le diagnostic de ce problème et de trouver des mesures correctives. Quitte même à faire une nouvelle assise pour la refondation du foot. Que les autorités au moins réorientent. Parce qu'on a beaucoup investi dans le foot. Vraiment, il y a le basketball remporte des coupes. L'EDM est là. Donc, par difficulté, on peut classer le foot après l'EDM parce que les Maliens sont vraiment dessus. C'est ce qui se passe. Allez-y. Non, je pense qu'il faut qu'on se rappelle, qu'on comprenne que la carrière d'un joueur, c'est le joueur qui prépare, qui fait sa carrière. En fait, ce n'est pas la fédération qui prépare la carrière d'un joueur. Quand on regarde souvent avec nos jeunes, en cadet, en junior, nous avons pratiquement les meilleures équipes, nous avons les meilleurs joueurs, nous avons les meilleurs résultats. D'ailleurs, on a gagné des compétitions majeures, des trophées à ce niveau. Mais sauf qu'à un certain niveau, on se rend compte que ces joueurs se perdent souvent dans la nature, pour souvent des questions de mauvais choix par rapport aux clubs qui vont choisir pour pouvoir avancer. On a aussi vu, par rapport à l'exemple que Baki a donné, des temps de Serou Djila, oui, c'était des meilleurs joueurs en ce moment.
Mais qu'est-ce qu'ils nous ont rapporté en termes de résultats? On n'a rien gagné avec eux pratiquement. Le meilleur classement, c'est 3e une seule fois. Sinon, tout le temps, soit on sort en quart, soit en demi. Donc, ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que on peut avoir les mauvais joueurs au monde. On peut les avoir. Mais quand on a un bon entraîneur qui sait utiliser mieux ses joueurs, on peut avoir un résultat satisfaisant. On peut avoir les meilleurs joueurs au monde, mais quand on a un entraîneur peut-être limité par rapport à ses joueurs, on peut ne pas avoir les résultats escomptés. Le choix des joueurs revient à l'entraîneur. L'entraîneur choisit ses joueurs, il choisit le technique approprié par rapport aux joueurs avec lesquels il a sous sa main. Mais s'il n'y a pas de résultat, je ne pense pas que la faute doit venir aux joueurs, mais au résultat, parce qu'il a plus de 200 aujourd'hui, 200 joueurs à sa disposition. Et sur ces paliers de joueurs, 300. Il prend, comme on a plus ou moins 20, 22 quelques. C'est lui qui les choisit. Donc, il doit pouvoir tirer le meilleur de chacun de ces joueurs. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement, je crois que la faute lui revient. Nous devrons travailler. Je suis d'accord avec vous par rapport, comme on appelle, au choix de carrière des joueurs. Il faut les accompagner. Mais sinon, je crois que si l'entraîneur a faute. D'ailleurs, le Nigeria a aussi remplacé son entraîneur. Donc, ce n'est pas propre au Mali. Le même jour, le jour où nous, on a chassé le Bouchet, le Nigeria aussi a fait... Georges Finidi aussi est parti du Nigeria. Donc, comprenez que c'est des choix de moment. Et quand ça ne passe pas un moment, on les libère et point barre, on cherche le meilleur. Bagui, on veut sortir de ce sujet. Non, je pense qu'il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on limoge un entraîneur qu'il est mauvais. Non, c'est parce que il y a un contrat entre vous. Vous avez dit je vais atteindre ça. En termes donc de résultats, il ne l'a pas atteint. Vous le laissez, donc il ne fait pas votre affaire. C'est absolument clair. Parce que cet entraîneur que vous laissez, il fait mieux ailleurs. Donc ça veut dire que... Il peut faire mieux ailleurs. Souvent même, il fait mieux ailleurs en réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'en fait, ce qu'il fait est en cause, mais l'environnement dans lequel et ce qu'il a comme joueur devant lui, leur niveau d'engagement et la structuration effectivement du football dans ce pays font la différence. Pour revenir à la fédération, toi, ce que tu es en train de dire, Soumano, ça c'est une gestion conjoncturelle des choses. La fédération donne les moyens, la fédération va essayer, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas en train de dire j'accuse la fédération par rapport aux résultats ponctuels que nous avons. Moi, j'accuse la fédération par rapport, j'ai dit fondamentalement la fédération, parce que les ministères viennent et partent. On sait que la fédération a un mandat et qu'ils sont élus et tout ça. Donc, en réalité, on est élus sur la base effectivement de ce qu'on fait le long du temps. Et donc, c'est le cœur en fait du football dans un pays, la fédération. Et cette fédération est à même en fait de poser le diagnostic à un moment donné et d'essayer d'évoluer le long du temps pour aller chercher année après année, résultat après résultat. Ça ne joue pas de la spontanéité à ce niveau-là. Et ça, je parle de la structuration, de la structure du football et non en fait des choses ponctuelles que nous avons. C'est là où j'interpelle effectivement notre fédération. Mais on ne peut pas comprendre, vous êtes en train de dire, et c'est une réalité, qu'à des niveaux, au niveau des jeunes, que nous ayons en fait des talents mais vraiment appréciés de par le monde et que nous-mêmes nous sommes convaincus, mais que sur le parcours, nous les perdons. Ça veut dire que nous le faisons une fois, deux fois ou trois fois, c'est pas normal. Il y a un travail à faire. Pourquoi cela se fait? Même si le niveau de professionnalisme est de l'autre côté là, on sait trouver en ce moment la bonne approche parce qu'il s'agit de construire une équipe au plan national. Et ça nécessite des exigences qui doivent être claires pour tout le monde. Dernier thème de cette émission, affaire Amadou Ba du Sinabef. Après donc plusieurs jours de grève, la justice malienne a finalement plié face à la détermination des syndicalistes du Sinabef. Résultat, le secrétaire général du Sinabef et ses camarades ont finalement été libérés par la justice. C'était ce mardi. Soumano, réaction, les enseignements de cette affaire dite Amadou Ba. Déjà, il faut saluer l'esprit qui a prévalu de réconciliation, de mettre le Mali au-dessus du tout. Parce que vous savez, nous, à l'époque, quand ça se faisait, moi, j'étais hors du Mali. Et j'ai été même un peu bloqué parce que j'avais des transactions à faire, que le fait que les banques étaient en grève, ça a failli plomber un peu l'activité qu'on devait mettre. Mais finalement, ce que j'ai dit, c'est le Mali qui a gagné. C'est vraiment le dialogue qui a prévalu. Donc, il faut saluer à cela tous les protagonistes et aussi dire que toujours c'est les vertus du dialogue. Est-ce qu'on peut dire que la justice a finalement plié face à la détermination? Moi, je ne vois pas le problème en ces termes. Moi, je vois un problème, peut-être qu'il y avait une incompréhension, de mon point de vue. Et vous savez, il ne faut pas que chacun essaie de tirer la couverture sur soi. Parce que, comme on dit, à force de tirer, on va finalement arriver. Sinon, on a l'impression, on constate qu'il y a une sorte de triomphalisme au niveau des syndicats. Pas ce que moi je crois. Moi, ce que je vois,
peut-être je peux me tromper, j'estime que c'est l'esprit de réconciliation, de dialogue, de mettre les intérêts du Mali au-dessus de tout. Moi, je vois les choses comme ça. Et déjà, je crois que chacun, vous savez, un pays, c'est comme une chaîne où chaque maillon joue un rôle important. Et chacun peut véritablement s'agripper sur sa vérité. Mais cette fois-ci, c'est la conciliation, c'est l'esprit du dialogue, c'est la vertu. C'est important parce que finalement, je dirais que c'est un incident de parcours et que plus jamais, parce que ça allait être encore plus grave si à quelques encablures de la fête n'étaient pas encore parvenus à un accord. Donc moi, je demande maintenant, les Maliens vont fêter, certains fonctionnaires ont déjà reçu leur salaire. Je souhaite qu'on évite ce genre de situation parce que ça ne peut que compliquer. Touré, certains républicains disent dans les coulisses que la justice n'est pas sortie indemne de cette histoire. Bon, il est bon toujours de faire un petit rappel parce qu'on se rappelle d'un 25 août 2023 qu'il y a eu la signature du pacte de stabilité et de croissance. Donc il a fallu 10 mois pour remettre ce pacte-là à l'eau. Et aussi il a fallu 10 mois aussi que les Maliens comprennent que les syndicats n'ont d'autres intérêts que leur intérêt propre au détriment du peuple. Il a fallu aussi 10 mois pour qu'on constate que la signature de ce pacte de stabilité et de croissance n'était qu'un jeu de dupes. Maintenant, les enseignements qu'on peut en tirer de l'affaire Ba, c'est qu'il y a 3 points essentiels. Le premier point est que le gouvernement n'a pas suivi la logique des centrales syndicales pour aller à la confrontation. Le gouvernement a mis en valeur, en exergue l'intérêt de la stabilité sociale, le bonheur des Maliens pour qu'on puisse fêter. Et le deuxième point, c'est que les syndicats pensent qu'ils ont obtenu une victoire. Donc c'est une victoire des syndicats contre l'autorité. Oui. Et à ce niveau, il y a un piège parce que les syndicats ont piétiné la valeur qu'on appelle le citoyen lambda. Au mépris, à quelques jours de la fête, ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Compte tenu qu'on a des difficultés d'eau, d'électricité, des blocages partout. Donc ils n'ont pas tenu main et ils ont profité de cette situation pour faire leur victoire au détriment du peuple. Maintenant, pour les politiciens, les autres syndicats ou bien les autres organisations de la société civile ou même les jeunes, c'est une opportunité. Parce que l'affaire va donner l'idée aux autres comme quoi il faut s'unir pour manifester, pour se faire entendre. Donc c'est vraiment ça. Et aussi les enseignements, cette histoire n'est pas finie pour moi. Parce que ça va continuer. Parce que dès qu'on voit que l'autorité recule, ça donne des idées. Surtout que les politiciens, ça fait plus de 4 ans, ils n'ont pas d'activité. Et juste à la levée de leur suspension, je pensais qu'ils vont se mettre en action. Mais c'est... Dans tous les cas, l'affaire Ba a montré aux Maliens que vraiment que les syndicats ne pensent qu'à eux-mêmes. Parce qu'à quelques jours de la fête, pour moi, c'était vraiment une catastrophe. On ne peut pas gréver de la sorte. Sans préavis, on n'a pas d'argent, et puis pas font grève pour des intérêts personnels. Vraiment, les autorités aussi doivent saisir l'opportunité pour revoir leur pacte de stabilité et de croissance avec les syndicats. Parce qu'en réalité, ça montre que la signature, il n'y a pas eu de sincérité dedans. Parce que dans ce pacte, qu'est-ce qu'il est dit? On ne peut pas partir en grève comme ça. Il faudrait mettre le dialogue d'abord. Il faut dialoguer avant de gréver et de punir le peuple qui n'a rien de fait. Peut-être que c'est ce qui a été fait certainement. Bon, en réalité, pour nous, qu'est-ce qu'on sait? Subitement arrestation, subitement grève illimitée. Sans préavis, même les conséquences continuent. Si vous voyez que d'autres n'ont pas fêté parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de traitement de salaire. Bassaro Aïdara, vous êtes syndicaliste, vous êtes membre de l'UNTEM, l'UNTEM également, qui est la plus grande centrale syndicale du Mali, dont le SUNABEF est affilié. Déjà, commentaire. Certains disent que la République a pris un gros coup avec cette affaire Amadou Ba. Non, en fait, ça n'a jamais été notre façon de voir. Et d'ailleurs, par rapport à cette situation, on n'est jamais allé en confrontation avec qui que ce soit. Depuis le début de cette histoire, au niveau de l'UNTM, c'est le dialogue que nous avons essayé de mettre un peu plus en avant pour pouvoir résoudre le problème. Et d'ailleurs, dans le communiqué qui est sorti... Est-ce qu'on peut parler du dialogue lorsqu'on a observé cette grève qu'on a observée? C'est ce que je dis. Oui. En fait, il faut arriver à comprendre un peu les entités. Le SUNABEF, c'est un syndicat national à part, l'UNTM, c'est un central. Et la grève dont vous faites cas, ou l'arrêt de travail dont vous faites cas, c'est le SUNABEF qui a déclenché le mécanisme.
Et l'UNTEM pas. L'UNTEM n'a pas donné de mot d'ordre de grève, il n'a pas fait de préavis dans ce sens. L'UNTEM a préconisé le dialogue pour pouvoir résoudre très rapidement cette situation, parce que nous savons tous que dans la situation dans laquelle le pays se trouve, aller à un arrêt de travail prolongé peut être handicapant pour l'ensemble même du pays. Voilà pourquoi au niveau de l'UNTEM, le dialogue, nous avons mis le dialogue un peu plus en avant. Vous savez, c'est M. Touré, peut-être qu'il va devoir m'excuser, mais il parle comme si, quoi. C'est-à-dire, on mélange tout. C'est-à-dire, cet incident, le mélanger au pacte social de stabilité et de croissance, je crois que c'est un fourre-tout qu'il est en train de faire. Le mélanger, comme on appelle, à deux intentions, en se disant que les politiciens peuvent aussi profiter de cette situation, ou que l'UNTEM ou les syndicats n'ont que leurs propres intérêts en jeu. Je crois que c'est aussi pas reconnaître l'effort que l'UNTEM a pu engranger pendant toute son existence, que ce soit par rapport à l'événement. On n'est pas en train de faire de juger l'UNTEM, hein, c'est plutôt l'action du SINABEF, quoi. Il a dit, les syndicalismes, il ne joue que pour leurs propres intérêts. C'est le mot qu'il a dit. Je le prends mot au mot. Que pour leurs propres intérêts. Et quand on regarde, je dis, les acquis que les syndicats, dans leurs grands ensembles, l'UNTEM en particulier, ont pu obtenir pendant toute son existence, je crois qu'il faut savoir raison garder. La situation était inédite, il faut le dire. C'est une première fois qu'un responsable à ce niveau, au niveau du syndicalisme, se retrouve en prison pour des faits liés à la gestion du syndicalisme, et je crois que c'était inédit. Et en cela, les syndicalistes, à leur niveau, ont aussi décidé, le SINABEF a décidé de pouvoir jouir de ce qui est de son droit pour pouvoir aussi se manifester. Et mettre ça dans un ensemble, je crois que ça peut aussi faire de la mauvaise foi, moi je dirais. Et que nous sachions raison garder, et cela ne met nullement en cause ou les limites du pacte social et de stabilité qui est signé par l'UNTEM, et que tous les centrales, les 13 centrales dont sont membres, comment on appelle, dont sont affiliés l'UNTEM, sont tous partisans de cela. Ça ne met rien en cause par rapport à cela. Je crois que c'est facile de pouvoir un peu dénicher. Beaucoup gagneraient. Je vous dis aujourd'hui que beaucoup gagneraient si la grève se prolongeait. Malheureusement, ils ont été déçus. Je crois que c'est en cela que beaucoup se manifestent aujourd'hui, en décriant, comme on appelle, ou en jetant l'eau avec le bébé. D'accord. Bagui. Monsieur Sylvain, je pense qu'il faut d'abord saluer et remercier pour ce dénouement-là, parce que la situation était en train de prendre un autre corps. Vous avez vu aussi les consommateurs, et d'ailleurs ce qui fait que ça rejoint son point de vue de consommateurs qui étaient en train de s'organiser, mais contre effectivement le SINABEF, ou si tu veux, donc le bloc de syndicats dans ce sens-là. J'ai vu, je pense, beaucoup d'interventions de certaines associations de consommateurs qui ne comprenaient pas et effectivement qui se voyaient comme en fait des victimes dans tout ça. Mais je pense, comme je l'ai dit à la veille, ou sinon pendant même cette crise-là, pour moi, c'est-à-dire que le Mali, on est très fort dans ça. C'est-à-dire que, voilà, nous ne connaissons pas ce qui arrive, mais en fait, on fait de la manipulation dans la communication plus globalement, et je pense que ça apporte beaucoup de confusion. Une chose est sûre et certaine. Oui. Lorsque les syndicats ou le SINABEF agissent tout de suite avec la force, parce que la première expression, grève illimitée face à une décision judiciaire, et ça c'est vraiment le rapport de force. Et je peux faire une motion? Non, allez-y, termine, vous allez réagir. Oui, ça c'est vraiment le rapport de force. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi en fait le SINABEF fait partie directement dans ce rapport de force-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de confiance en fait face à la décision judiciaire, ou est-ce que c'est parce que ce qui était là, les droits n'étaient pas dits, ou est-ce qu'ils pensaient que globalement, en continuant sur la voie de la justice, et peut-être qu'il n'allait pas avoir effectivement donc en fait, si vous voulez, d'issue heureuse pour le SINABEF, et donc le moyen mis en avant tout de suite pour moi, c'est la force. Et ensuite, le dialogue, effectivement, on a vu que le secrétaire général de l'autre là, en fait, l'UNTM, et puis d'autres sont partis dans le dialogue. Donc, le dialogue s'est invité dans ça. Et donc, le premier point que je mets en avant là-dessus, c'est vraiment l'utilisation directe du rapport de force qui, à mon avis,
ne dit pas, par exemple, qu'ils n'ont pas forcément souci, effectivement, des populations, mais qu'ils estiment que s'ils n'utilisent pas ce moyen-là face à la justice, peut-être qu'ils n'auraient pas gain de cause. Donc, ça veut dire que, on ne va pas donc dans la suite de la procédure judiciaire, sinon on n'aurait pas gain de cause, même si ça se fait, peut-être que ça prendra du temps. Ou sinon, il faut véritablement que le dialogue aussi ne va pas permettre tout d'aller à ça. Il faut donc faire des rapports de force et puis après le dialogue vient. Parce que ça n'a pas commencé, en tout cas de ce que nous avons, ça n'a pas commencé par un dialogue qui aurait abouti effectivement à une médiation judiciaire qui finalement aurait permis effectivement d'arriver à une issue heureuse. Donc je pense que c'est ce premier message, j'avais dit sur ce plateau qu'il y a une impression ou des impressions qui en fait la gestion de cette crise-là peut renvoyer au regard des populations lambda et qu'il fallait essayer de circonscrire ça. Ce manque de confiance à la justice, je pense qu'il est problématique pour l'ensemble du corps du Mali. C'est-à-dire quand on n'a pas confiance en notre justice, il y a problème. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a véritablement une interrogation à poser. L'autre aspect que je voudrais pouvoir mettre sur la table par rapport effectivement à cette situation-là, je pense que oui, nos autorités sont intervenues à travers donc le dialogue, comme j'ai dit tout à l'heure, et finalement qui est parti donc dans une médiation pénale, comme on était en train de vouloir l'expliquer de par le passé. Ces deux choses-là, je suis totalement d'accord, mais ça devrait être les premiers moyens qui allaient effectivement nous éviter tout cela. Donc ce rapport de force-là, qui a été quelque part, dans l'impression, le moyen qui aura permis effectivement d'arriver à ça, parce qu'il aura même suscité et protégé le dialogue jusqu'à la médiation pénale, je pense que c'est ce rapport de force-là que tout détenteur de pouvoir public, j'ai dit, dans la situation actuelle du Mali, les gens doivent pouvoir, c'est-à-dire que, savoir raison garder. Et encore, à commencer par le corps de la justice. J'ai toujours dit, nous devons avoir confiance en notre justice, mais ça commence d'abord par la justice elle-même. Les tenants de la justice doivent pouvoir arriver à la distribuer de manière à ce que nous restons tous alignés autour de cette justice-là qui finalement va nous protéger. 30 secondes chacun pour clore. Non, moi je pense que tout a été dit. Je suis d'accord avec Bassoro lorsque il dit que le pacte de stabilité n'a pas été remis en cause. Je le confirme parce que moi j'étais avec le ministre du Travail à la tribune de la conférence internationale du travail à Genève. Il a tenu un discours, je le salue, M. Fassoum, accompagné de sa collègue de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc je pense que le Mali est cité, et surtout par rapport à cette action. Donc de mon point de vue, ce qui est arrivé encore une fois, c'est regrettable, on peut l'assimiler à un incident de parcours, mais il y a d'autres personnes qui peuvent faire des développements plus tendancieux en voulant essayer de pouvoir montrer qu'il y a eu une victoire d'un parti. Pour moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois plutôt le dialogue et surtout l'existence de ce pacte de stabilité qui a permis d'avoir une issue. Donc, je salue les uns et les autres et je salue M. Ba aussi parce qu'il a aussi tenu à faire un truc d'apaisement. Il a demandé aux uns aux autres. Donc c'est important, il faut le saluer. Et c'est pour ça d'ailleurs il avait déjà reçu un baron. Donc, contrairement à M. Aydara, c'est qu'il ne faudrait pas oublier. Est-ce que l'INTM qui a signé ce pacte, le SINABEF est hors de l'INTM ou non? Dans le pacte, c'est clair. Il n'y a pas de grève sans dialogue. Il faut privilégier le dialogue pour le bonheur de Mali. Ce que je l'ai dit, je l'assume et puis je peux le répéter encore. Ce qui a eu lieu est tout sauf pour le bonheur des Maliens. Du jour au lendemain, on grève, à quelques jours de la fête. Du jour au lendemain, on grève, vu les difficultés d'approvisionnement en électricité et de carburant, vu les difficultés du pays. Cette grève, je salue surtout la logique de l'État qui n'est pas rentré en confrontation avec les syndicats. Sinon, on n'allait pas être ici. Donc cela veut dire tout simplement que les syndicats ont jugé nécessaire d'aller en confrontation directe avec l'État. Et pour le Malien lambda, pour les observateurs, c'est plutôt une victoire des syndicats qui ne va pas être sans suite. Ça peut donner d'autres idées aux autres associations telles que les partis politiques et les associations. Donc pour moi, les syndicats n'ont joué que pour leur intérêt. Ils n'ont pas pu tenir compte de la situation actuelle du pays qui est déjà à un niveau vraiment inférieur. Les difficultés économiques, surtout à quelques jours de la fête, vraiment, c'est pas du tout logique. Vraiment. Pourquoi vous, Bassaro, vous refusez de reconnaître cette victoire Non. Je le dis, ce n'est pas une victoire. Parce que nous, on n'est pas dans la confrontation. Et que les gens comprennent encore, je le répète. Et nulle part, l'UNTM n'était en confrontation, encore moins le SINABEF. Il y a eu une situation où il fallait réagir par rapport à ces situations. Voilà pourquoi la réaction a été proportionnelle, on va dire, peut-être par rapport au risque, comme ça a été dit par Bagui, parce qu'il y a un risque aujourd'hui par rapport à ce qui concerne un peu la justice. Mais je dis encore que c'est facile d'accuser pour peu. On va dire comme ça, c'est facile d'accuser pour peu quand on connaît un peu l'histoire du syndicalisme au Mali, je le répète encore.
c'est facile d'accuser, comme on appelle le pacte social, pour peu encore parce que le SENADEF est membre de l'UNTM. Et l'UNTM aujourd'hui est en train de travailler pour la pérennisation du club. Maintenant, ce que je voulais juste préciser par rapport à Bagui, dont je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit comme développement, mais le SENADEF n'est pas automatiquement allé en grève illimitée. Ils ont d'abord fait un mot de grève pour, je crois, 72 heures du jeudi au samedi. Oui. Du jeudi au samedi. Et le samedi soir, quand ils ont constaté que le vendredi, il a manqué de peu pour que Ba soit libéré, qu'à leur niveau, ils pensent que c'est de la mauvaise foi, ils ont dit d'accord, le grève, et puis qu'il y a eu 2 arrestations. Parce que ça aussi, il faut le dire. Le piquet de grève, qui est aussi un droit, des éléments étant en train de faire le piquet de grève ont été refoulés par la police pour les présenter à un procureur le vendredi dans la soirée. Et le procureur les a demandé de les garder. Peut-être une question des téléspectateurs. Dans ce processus, on a eu l'impression qu'il n'y a pas eu de préavis de grève. Est-ce qu'un syndicat peut se passer d'une telle procédure, par exemple? Au fait, vous savez, l'Assemblée générale est souveraine par rapport à certaines décisions. D'accord, on n'a pas besoin de préavis. Je dis est souveraine par rapport à certaines décisions. Quand Ba a été arrêté, au même moment, le bureau du SENADEF a tenu une Assemblée générale extraordinaire automatiquement. Non, j'ai envie de connaître votre... Je vous le dis, moi je suis en train de vous le dire. Oui. Le bureau du SENADEF a tenu automatiquement à son siège une réunion extraordinaire d'assemblée pour un peu faire la lecture de la situation. Oui. Et c'est eux qui ont décidé à l'unanimité d'aller vers un arrêt de travail automatique tant que le camarade n'est pas libéré. Et à même moment... Oui, mais est-ce que cela est légal et légitime en matière de syndicalisme? Vous savez, en notre sein, on a tous les corps. D'accord. Et d'ailleurs, Badon fait cas, c'est un homme de droit. Pour ceux qui ne savent pas. Okay. C'est un homme de droit, pour ceux qui ne savent pas. Il a fait droit dans nos universités. Il se retrouve à la banque. Ce n'est pas un banquier financier dans ce sens-là. Donc, pour encore toujours continuer, en fait, l'UNTM n'a pas arrêté le dialogue. Ce n'est pas que les 2 bateaux, on a mis d'abord la grève, ensuite. Non. C'est plutôt l'UNTM qui faisait la médiation. La médiation. Oui. Et ça a été simultané. Oui. De la même manière où le SENADEF a décrété, de la même manière l'UNTM a été proactive. Quand ils ont appris la nouvelle, automatiquement, ils ont essayé de rentrer en contact avec les premières autorités de ce pays pour échanger avec eux. Au même moment. Donc, c'était simultané. Au même moment, les 2 mécanismes. Le SENADEF est un syndicat national libre de pouvoir faire son droit. Un comité peut décider d'aller en grève. Un syndicat national peut décider d'aller en grève, comme l'UNTM peut décider d'aller en grève. Donc, voilà un peu. Mais l'UNTM, pour ce qui lui concerne, a décidé de mettre le dialogue, comme on appelle, au-dessus de tout. Et Jara, je pense que les 2... vous avez 10 secondes. 10 secondes. Oui. Non, je pense que je reste focus sur le manque de confiance en la justice dans cette affaire-là. C'est-à-dire que même si les protagonistes, je vais dire les 2 parties, ne sont pas en mesure de nous donner les détails dans le fait, mais je pense que c'est ce qui est là le fond de la chose. Et si la personne n'était pas effectivement du SENADEF qui est affilié à l'UNTM qui va voir tout simplement le président, donc le premier magistrat qui va aller le voir, mais sans passer peut-être dans... Parce qu'on n'a pas su que l'UNTM, effectivement, avait d'abord fait le dialogue vis-à-vis, effectivement, du dossier de ceux-là qui étaient au niveau du pôle et tout ça. Mais ce qu'on a vu, c'est le premier magistrat directement et ceux qui n'ont pas ce pouvoir-là. C'est pour cela, moi, j'ai dit, le truc est toujours au niveau... Il faut que la justice travaille à ce que nous tous ayons confiance en elle, parce que nous y gagnons tous. Je pense que c'est extrêmement important et cette confiance, de mon point de vue, de mon analyse, a manqué dans ça. Nous n'avons pas encore le fait. Peut-être que nous connaîtrons la réalité plus tard, mais je pense toujours qu'on nous cache des choses. C'est aussi important pour moi de mettre un terme à ce débat de ce soir. Nos invités étaient donc M. Bagui Jara, analyste politique, Bassaro Aïdara, syndicaliste, il est membre de l'UNTM, Dr Touré, chercheur en sciences politiques, Chokmar Soumano, coordinateur du Baromètre. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête par anticipation à tous les musulmans du Mali. Au revoir.